pourrais prendre même l'exemple d'une marque. On a réussi à faire à peu près 80% de croissance en diminuant le CAC de 20% et en ayant 90% de nouveaux clients. On accompagne une entreprise qui est passée récemment dans l'émission Qui veut être mon associé. C'est vrai de dire que si j'investis aujourd'hui davantage sur mon tunnel, je ne vais pas avoir les retours immédiatement. Nous, on a plutôt un parti pris à l'agence où on trouve que Meta et Google, il faut presque les voir comme un seul levier. Ouais. Et si vous visualisez un peu votre actualité et que vous voyez que c'est très plat pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est le moment de vous poser des questions et de savoir quels sont les temps forts que vous pourriez aller créer. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Club Croissance. Aujourd'hui, je suis avec un invité que vous connaissez certainement déjà puisque tu m'as déjà fait l'honneur d'être avec moi dans un précédent épisode. Valentin. Yes, très content d'être là. Donc Valentin, c'est le Head of Performance de l'agence XPLR. Tu es à l'agence depuis ses débuts. Tu connais très bien ton métier lié à l'ADS, à la performance, sur Meta, sur Google. Je pense que s'il y a une personne qui est calée sur le sujet à l'agence, c'est bien toi. Et donc, je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous partages certains de tes conseils, parce que je pense que si tu devais partager tous tes conseils, on pourrait être là toute la journée. Mais l'objectif aujourd'hui, ça va être de parler de 3 erreurs qu'on remarque très souvent auprès des marques qui nous contactent pour des audits, etc. Et donc, de parler de ces erreurs de manière tout à fait transparente, de vous expliquer pourquoi il faut éviter de les faire et surtout pourquoi elles font que vous gaspillez votre budget ads trop facilement. C'est des erreurs qui ne sont pas nécessairement si intuitives que ça, donc on va faire en sorte de vous les expliquer. Et simplement. Ouais. Et simplement, effectivement, Pédagogique. on va essayer d'être le plus pédagogue possible, de prendre des exemples. Et une des premières erreurs sur lesquelles on était assez d'accord tous les deux pour à mettre en avant et par laquelle commencer, c'est le fait de ne pas coordonner ces leviers, plutôt de les opposer. Oui, effectivement, je pense que ce qui a été longuement fait aussi, c'est on parle souvent des 2 leviers principaux qui sont Meta et Google, et on les confronte assez souvent, que ce soit dans les résultats, dans la répartition des investissements. Et c'est vrai que nous, on a aujourd'hui une autre approche qui est un peu plus globale, parce qu'on se remarque qu'effectivement, les opposés n'est pas nécessairement dans la bonne logique, et qu'avec nos clients, on obtient des meilleurs résultats justement en essayant d'avoir une approche un peu plus globale, parce qu'on va le voir à travers des exemples que ça peut changer en fonction des différentes périodes de l'année, mais aussi en fonction des différents business. Forcément, on va prioriser différemment les différents leviers. Ouais, exactement. On voit trop souvent des marques qui nous disent « Moi, j'ai tant de budget sur Meta, j'ai tant de budget sur Google, j'ai une petite enveloppe sur TikTok et je fais un peu d'influence ou de RP. » Et de vraiment cloisonner tout ça. Ils vont avoir une agence pour Meta, une agence pour Google, qui vont à peine communiquer ensemble. Nous, on a plutôt un parti pris à l'agence où on trouve que Meta et Google, il faut presque les voir comme un seul levier sur lequel on va répartir du budget de manière différente en fonction de la saison, du marché. Est-ce que j'ai plutôt un produit qui correspond à un fort volume de recherche sur Google, ou est-ce que j'ai plutôt besoin d'aller éduquer mon marché? Oui, effectivement, parce que je pense que déjà, le choix des plateformes est souvent lié de prédisposition des différentes marques, notamment sur le côté notoriété, où généralement, les marques qui ont une grosse notoriété vont davantage mettre de budget sur Google, notamment avec cette dimension marque qu'on voit nous quand on fait des audits, etc., qui est quand même assez présente et qui peut représenter parfois une grosse partie du budget. On a vu certaines marques dépenser presque 70% de leurs investissements
sur de Google, mais sur la partie marque. Donc, peut-être on peut faire une petite aparté là-dessus. Mmh. Quand on parle de budget sur la marque, c'est du budget finalement qu'on va allouer sur son nom de marque pour pouvoir le protéger des concurrents ou pour apparaître notamment en premier sur Google Shopping quand on recherche Mmh. la marque ou les produits de la marque. Ouais, effectivement et plus vous avez de la notoriété, plus vous êtes «présent» entre guillemets sur votre marché depuis, un moment et si vous avez une forte présence en retail ou dans, des médias un peu plus classiques, plus de gens vous connaissent et plus de gens vous connaissent, plus chaque jour il y a des gens qui vont taper votre nom sur Google Ouais. et ça arrive qu'on fasse face à des marques qui, ont, une grosse notoriété, Ouais. qui investissent beaucoup sur Google, qui sont très contentes de leur performance sur Google. Mais quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que, une trop grosse partie du budget est mis, sur du nom de marque, donc sur de la conversion qui, entre guillemets, était, déjà là sans qu'on ait besoin de mettre du budget. Ouais, et ça, je pense que ça s'est accentué aussi avec l'arrivée des nouveaux produits de chez Google, Mmh mh. notamment de PMax. PMax, c'est une typologie de campagne qui regroupe finalement toutes les typologies de campagne, mais sur lesquelles on a des biais d'analyse qui sont, ou des niveaux d'analyse, pardon, qui sont moindres que ce qu'on avait pu avoir avec des campagnes classiques. Et donc forcément aussi pour les annonceurs, c'est plus compliqué aussi de voir le budget qui va être alloué à la marque. Ouais, clairement. Et donc forcément, cette un peu inconscience de se dire qu'en fait, on dépense sur la marque, forcément, on va se fier, notamment au retour sur investissement intra-plateforme. Et souvent, je pense que ça va être, un des sujets aujourd'hui, ça va être de confronter, les 2. C'est-à-dire de comparer un retour sur investissement Meta et un retour sur investissement Google, Mmh mh. alors que finalement, on n'est pas du tout sur, la même, logique. Mmh mh. Google, on va être sur une logique, finalement de pool où, Mmh. finalement, c'est les personnes qui vont venir, par rapport à des requêtes, des Mmh. problématiques. Alors que, Meta, c'est un petit peu comme la télévision finalement, c'est nous qui allons, vers, l'internaute, pusher, des différents contenus, Mmh mh. pour intéresser, pour éduquer, les internautes. Et forcément, un contenu qui va être consommé sur Meta va possiblement aussi toucher des personnes qui sont pas dans une dynamique tout de suite d'acheter Ouais. et qui peuvent revenir, par la suite, heu, sur la marque, notamment via du Google. Ouais, clairement. Clairement, les 2 se complètent, ils ne s'opposent pas. Moi, j'ai un peu tendance à résumer, la situation, bah, Google, ça permet d'aller, capter et de se présenter face à une intention et finalement des leviers comme Meta Ads, ça permet d'aller capter de l'attention qui va ensuite se transformer potentiellement en intention sur Google. Mmh, mmh mh. Donc une personne qui aurait pas nécessairement pensé à votre, produit parce que c'est un produit, innovant sur un marché. Si elle n'y pense pas, elle va pas pouvoir le chercher sur Google. Mais si, on prend le temps de lui expliquer le produit, pourquoi il est mieux que, d'autres produits sur le marché, d'expliquer son concept et cetera, on peut espérer plus tard, générer plus de volume de recherche sur Google. Il y a des cas de figure comme celui-ci, il en existe beaucoup. Je pense qu'il en existe finalement presque un par, un par marque, Mmh. un par marché et donc le but, c'est de trouver le bon équilibre entre, Meta et Google et c'est un équilibre qui va être forcément différent d'une marque à une autre en fonction de sa notoriété, d'une marque à une autre aussi en fonction de son, marché et donc toi, comment tu fais pour, quand tu es face à un client, estimer si tu dois plutôt mettre 50 de ton budget sur Meta et 50 sur Google ou de plutôt faire un 70-30 ou d'aller aussi potentiellement inclure, un autre levier à l'intérieur? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que déjà, on va partir du produit qui est vendu. C'est-à-dire qu'un produit, notamment si on parle de Google et de prioriser Google, ça va notamment jouer sur le fait de est-ce qu'il y a des requêtes par rapport à une problématique spécifique? Hem Et donc dans ce cas-là, si on voit qu'il y a des problématiques spécifiques sur lesquelles en plus on est compétitif, dans ce cas-là, ça va être intéressant de jouer sur ce volet Google. Parce qu'il y a vraiment des gens qui recherchent, qui sont dans une dynamique de recherche de ce produit-là, et donc forcément, c'est là où aussi on doit apparaître en priorité. Parce que c'est ce qui va nous apporter de la rentabilité, de la croissance à court terme. Mmh mh. Maintenant aussi, ça va dépendre du business parce que, évidemment, une marketplace versus, un acteur, assez classique qui vend en ligne, par exemple, des vêtements, ça va être assez, différent. C'est-à-dire Mmh. que les marges vont être différentes, et donc dans ce cas-là, on va pas être non plus dans la même, logique. Dans un cas qui est la marketplace, on va plutôt être dans une dynamique d'aller capter les intentions qui sont faites par rapport à des marques Mmh. ou des produits spécifiques. Parce que finalement, c'est un peu le business des marketplaces, c'est d'être le plus compétitif au niveau des produits. Et donc là, ça va avoir du sens d'apparaître, sur du search, sur du shopping. Mmh mh. Donc là, notre budget, il va être majoritairement, desservi sur
sur cette partie-là. Et une marque de prêt-à-porter, on va être dans une dynamique complètement différente. Puisqu'on va jouer un petit peu sur le côté esthétique, puisque ça va être une marque de mode, etc. Donc, ça va être la priorité pour un utilisateur et le fait qu'il va acheter, ça va être plutôt de se voir avec le produit. Et donc, forcément, derrière, ça va être plutôt sur des leviers de social ads. On va être générer de l'envie vis-à-vis d'un produit. Alors que si on priorisait notamment la partie Google sur cette typologie de produit, le risque, c'est que Google, ici, ce qui va jouer, ça va être notamment le prix, les avis, etc. Et donc là, on va avoir peut-être moins d'avantages concurrentiels par rapport aux autres, à part si effectivement il y a un axe ou une problématique qui est desservie via ces produits-là. Mais je pense que on va apparaître en face de concurrents et finalement, un jean, si on prend un peu cet exemple-là, en fait, on va avoir des jeans bruts, on va en avoir des dizaines, on va avoir tous les concurrents, mais ça va être difficile pour l'internaute de pouvoir distinguer les perceptions de valeur, Ouais. surtout si on est vraiment axé sur la mode. Ouais, clairement, c'est un très bon exemple, cet exemple de la mode. Et j'ai envie de parler aussi d'un de nos clients, qui est aussi une marque qui propose de la mode, des vêtements. Et on va avoir une utilisation de Google et de Meta qui va être différente en fonction des saisons. Cette marque-là, elle propose des vêtements de streetwear, des t-shirts, des casquettes qui sont assez cool. C'est une marque assez connue finalement. Et effectivement, ça, c'est plutôt des produits qui sont destinés à une saison de printemps, été. Et c'est des produits qui sont aussi à, entre guillemets, faible panier moyen. C'est surtout leur style qui va convaincre, d'autant plus que c'est des t-shirts, il y en a énormément sur le marché. Et cette marque-là, l'hiver, elle vend aussi des vestes de ski, des combinaisons de ski. Et tout de suite, on peut imaginer que une personne qui va rechercher une veste de ski sur Google, il va y avoir moins de concurrence que sur des t-shirts ou sur des casquettes. Le panier moyen va être tout de suite beaucoup plus élevé et l'intention d'achat va être différente. On achète une veste de ski parce qu'elle nous plaît, mais aussi parce qu'on va en avoir besoin. Alors qu'un t-shirt, potentiellement, on va l'acheter surtout parce qu'il nous plaît. Peut-être aussi parce qu'on en a besoin, mais c'est pas un besoin qui est autant marqué. Donc, c'est important de bien faire varier ses budgets entre Meta et Google en fonction de la saison et surtout du bon sens que ça fait. Ouais, exactement, parce que d'un côté, comme tu l'as dit, on va avoir des produits très, très mode, et de l'autre côté, on va avoir des produits techniques qui répondent finalement à une problématique avec des aspects pratiques et où il y a vraiment une distinction par rapport à entre deux t-shirts blancs, qu'est-ce que tu choisis? Là, c'est complètement différent. Effectivement, quand on parle de combinaison, par exemple, de ski, il y aura la thermorégulation. Enfin, il y a un certain nombre de points qui rentrent en ligne de compte quand on va sélectionner le produit. Et donc forcément, derrière, on va avoir aussi un avantage ici à jouer davantage sur du Google. Donc effectivement, une marque, je pense que c'est un bon exemple parce que, pour le coup, on peut penser que c'est assez tout l'un ou tout l'autre en fonction des business, mais on voit que finalement, il y a des cas contraires où il peut y avoir une rotation pendant l'année. Et surtout, ce qu'il faut faire aussi attention avec ce genre de marque, on en a parlé au début, c'est le côté notoriété. C'est de bien aussi pouvoir distinguer les budgets qui sont liés à la marque et le hors marque pour derrière s'assurer qu'on va chercher des nouveaux clients et on ne va pas capitaliser sur une base existante qui a été générée via d'autres leviers. Ouais, clairement. Clairement. Et c'est aussi là où revient l'importance de ne pas commencer l'année en se disant je vais mettre 200K sur Meta et 300 sur Google. C'est figé comme ça, c'est écrit dans notre business plan, mais plutôt de voir l'enveloppe comme un tout et de piloter intelligemment avec les bons KPI ces investissements. Parce qu'il y a aussi plein de temps forts auxquels que vous pourrez pas anticiper au début de l'année ou sur lesquels vous pourrez pas vous préparer et être sûr à 100% que vous avez fait les bons choix plusieurs mois à l'avance en termes de budget. Nous, on a récemment, on accompagne une entreprise qui est passée récemment dans l'émission Qui veut être mon associé. À ce moment-là, c'est un temps fort. Ouais. Et toi, faut que tu te prépares à avoir les bons budgets au bon endroit. Ouais, effectivement, c'est de préparer. Finalement, c'est de se mettre un peu à la place de l'internaute et de ce qui va se passer. Pendant ce genre d'émission, finalement, pendant l'émission, on va avoir assez peu d'impact, à part parce que finalement, le trafic qui va être généré, ça va être via la télévision. Donc finalement, on va avoir un double rôle qui est de capter l'attention des utilisateurs pendant la publicité. Donc ça va être notamment du budget en retargeting et de mettre aussi en place des campagnes. C'est une préparation en amont avec générer du lead justement pour amplifier aussi la base, générer de l'engagement sur
sur leur passage. Et par exemple, sur Google aussi, ça va être, comme on l'a dit, c'est des gens qui viennent par la télé. Et donc, forcément, ils vont taper le nom de la marque. Et donc, Mmh. on doit être à ce moment-là aussi présent en première position, même s'il y a des chances pour que l'internaute arrive, quoi qu'il arrive, sur le site. C'est aussi des périodes pour lesquelles les budgets aussi sont plus importants. Il y a d'autres marques aussi qui vont investir sur des mots-clés qui peuvent être similaires. Donc, le but aussi, c'est d'apparaître et d'être sûr que l'internaute se retrouve bien sur le site de la marque en question, de faciliter finalement son parcours. Et donc, forcément, pendant ces passages-là, on va avoir davantage aussi de budget qui va être attribué à la marque. Ouais. Très, très important de prendre cette considération-là, d'attribuer les bons budgets, d'être bien préparé, de savoir où est-ce qu'on met son argent parce que on passe pas tous les jours dans une émission comme celle-ci. Donc l'anticipation à ce moment-là, elle est vraiment clé. Et en plus, cette marque-là, c'est une marque qui vend des produits auxquels les gens ne pensent pas nécessairement. Donc s'ils n'y pensent pas, ils vont pas taper ce produit-là sur Google. Donc le reste de l'année, nos budgets sont assez faibles finalement sur Google, mais à ce moment-là, ça fait énormément de sens de mettre beaucoup plus de budget parce qu'on sait qu'on va être dans le coin de la tête de plusieurs milliers de personnes qui vont ensuite chercher ces produits sur Google. Méga important de s'assurer qu'on leur apporte la bonne réponse suite à cette recherche. Ouais, totalement. Top, tu vois d'autres choses à dire sur le fait de coordonner ces leviers? Ouais, peut-être une dernière chose parce qu'on a beaucoup parlé de Meta, Google, mais c'est vrai qu'on oublie qu'il y a aussi d'autres leviers d'acquisition Mmh. pour les marques. Et parfois, on oublie, par exemple, chez ceux qui revendent leurs produits en marketplace, que ces marketplaces aussi font de la publicité. Et c'est juste, parfois, on peut voir un drop de vente, que ce soit sur Meta ou sur Google, parce que finalement, on a ces marketplaces-là qui proposent des rabais, et cetera. Donc, s'il y avait aussi une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas négocier finalement aussi avec ces revendeurs-là quand c'est possible, Mmh mh. pour avoir un alignement avec les prix qui sont pratiqués. Parce que on peut se retrouver dans une situation où en fait, tout le budget qui est attribué sur Meta et sur Google, finalement, on va aller pour cette marketplace-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un utilisateur, il n'est pas bête. Il va, avant d'acheter un produit, comparer le Ouais. prix, et cetera, et de voir s'il n'y a pas une meilleure opportunité ailleurs, même sur un même produit. Et donc forcément, si votre produit il est disponible sur une marketplace avec finalement des promotions qui sont liées à un rabais, je sais pas, sur un panier moyen, tout de suite, effectivement, tout le budget que vous allez mettre sur les ads, ça va être pour cette marque-là. Et donc forcément, sur la croissance et sur la rentabilité surtout, ça va être cata. Ouais, clairement. Non, effectivement, ce que tu dis, c'est super important. Il faut voir, évidemment, il faut pas opposer, Meta et Google. Il faut plutôt les rendre, complémentaires et il faut pas non plus opposer Meta plus Google à tout le reste. Ouais. Tout le reste a aussi son importance. On parlait d'un passage télé, ça doit être cohérent avec un investissement Meta et Google. Le fait d'être revendu sur d'autres, sites internet, ça doit aussi rentrer dans la logique d'investissement entre ces leviers-là. Le offline, Amazon, enfin vraiment, c'est énormément de bon sens en fait qu'il faut mettre, en place. Il faut avoir une vision, holistique de la chose et je pense que finalement, l'investissement, il doit être pensé plutôt en termes de funnel. Est-ce que, c'est un moment où je vais, vraiment m'adresser au très bas de mon funnel parce que le volume de recherche va être conséquent et le nombre de personnes à rassurer va être, également, conséquent. Dans ces cas-là, je vais vraiment investir sur Google, sur du remarketing sur Meta, m'assurer que les séquences sur Klaviyo sont bien en place, mais il va y avoir d'autres moments ou d'autres produits ou d'autres marchés où il va surtout falloir investir sur le haut du funnel parce que c'est là où ça va être intéressant. Ouais. Top. Donc, on n'oppose pas ces leviers, on les coordonne et surtout on les rend, on met beaucoup de bon sens en place pardon, par rapport à son funnel d'acquisition. Donc ça, c'était notre erreur numéro 1, Ouais. de pas bien coordonner ses leviers. Et en erreur numéro 2, on a listé de pas suivre les bons chiffres. C'est un peu dans la suite logique de ce qu'on vient de vous dire, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu une erreur assez courante que tu vois lors des audits qu'on réalise avec les marques qui nous contactent? Exactement. J'avais commencé à en parler tout à l'heure. Effectivement, c'est d'opposer le retour sur investissement Google et le retour sur investissement Meta. Ouais. C'est vrai que souvent, on va privilégier le canal sur lequel on a un meilleur retour sur investissement, mais c'est une grave erreur parce que
ces deux finalement canaux, on l'a vu, qui fonctionnent pas du tout de la même manière, avec un système, un de push, l'autre de pull, mais aussi dans la manière de s'attribuer les ventes. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va avoir deux systèmes d'attribution, donc de calculer l'attribution qui fait à une vente, à un canal ou non. Et donc forcément, c'est comme si on comparait un 100 mètres en nage et un 100 mètres de course. Ouais. Bah forcément, le temps, il va pas être le même parce Ouais. que le moyen de déplacement n'est pas le même. Finalement, sur Google et Meta, c'est exactement la Ouais. même chose. C'est-à-dire que forcément, sur Google, on risque d'avoir déjà des retours sur investissement et des ventes qui vont être liées, notamment, on en parlait à la marque. Et puis on a un parcours d'achat qui est complètement différent. Donc forcément, c'est un peu quand on oppose les deux, finalement, c'est comme si on opposait le haut et le bas du tunnel. On va prioriser, là, on a le meilleur retour sur investissement. Ça peut être dans la logique financière intéressante, mais dans la réalité, ça ne l'est pas, parce que si on prive du budget sur le haut de tunnel, finalement, au bout d'un moment, il n'y aura plus de nouvelles personnes qui va rentrer dans notre entonnoir, et donc on risque d'avoir des des problématiques Ouais. d'acquisition à terme. Ouais, effectivement, au bout d'un moment, on va atteindre un vrai, un vrai plafond et on entend souvent, en tout cas de plus en plus dire qu'il faut pas regarder ce fameux ROAS. On a été, beaucoup conditionné ces dernières, années sur cette métrique-là et c'est une métrique qui a pris énormément de place dans les décisions. Hem, Moi, enfin, en tout cas, je sais pas si tu es d'accord a avec moi, mais j'ai tendance à dire que si, il faut continuer à regarder Mmh. le ROAS, la colonne retour sur investissement sur Meta et sur Google, mais dans un bon cadre. C'est-à-dire que c'est ce genre d'indicateur qui va vous permettre de savoir si, vous faites bien de continuer à investir sur tel, ensemble de publicités, sur tel mot-clé ou tel produit sur Google. Ça doit pas être un indicateur qui va vous, permettre de savoir si vous devez mettre plus de budget, «à droite ou à gauche» entre guillemets. Encore une fois, si le ROAS, c'est la seule métrique qui conditionne vos investissements, après un passage télé comme on en parlait tout à l'heure, vous allez voir vos ROAS qui vont, tout de suite s'envoler. Mais ça va pas être nécessairement parce que vous avez fait un meilleur travail sur Meta ou sur Google. Mmh. C'est parce que c'est cohérent avec, l'actualité du moment et c'est la même chose si on est distribué, en offline, qu'on a une forte notoriété et cetera. Donc ouais, important de regarder le ROAS, mais dans le bon contexte. Ouais. Et dans ces cas-là, comment on fait pour, suivre les bons chiffres et avoir, cette bonne vision? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ce que toi tu mets en place avec nos clients? Ouais, effectivement, on a un process qui est dédié avec nos clients. On va créer un dashboard sur Google Sheet. Ouais. Notamment, on va agréger un certain nombre de données. On va notamment avoir tout ce qui va être dépenses. Donc en fait, on a un outil sur lequel on va pouvoir récupérer des informations automatiquement, notamment de Shopify, pour aller chercher le chiffre d'affaires et le volume de commandes de nouveaux clients et de clients récurrents. Mmh. Donc, on a le global finalement de ce qui est généré en net sur le site hors taxe. Ça, c'est important aussi de Ouais. pouvoir établir les bons calculs. Ouais. De l'autre côté, en dépenses, finalement, on va aller récupérer toutes les dépenses qui sont faites sur les différents canaux. Mmh mh. Et comme ça, déjà, ça va nous permettre d'avoir une agrégation de toutes ces données qui vont nous permettre de calculer certains indicateurs. Mmh mh. Notamment, on a le cost, donc cost of sales. C'est le pourcentage du chiffre d'affaires qu'on va allouer en budget média, marketing. On va avoir le CAC, parce que c'est important de pouvoir aussi suivre le coût d'acquisition, parce qu'on peut très bien aussi avoir un cost qui est dans notre objectif, mais ça peut être par exemple à une opération qui est faite en newsletter sur les clients existants. Et donc forcément, le chiffre d'affaires sur les clients existants va augmenter, mais on peut se rendre compte que finalement, de l'autre côté, ça va peut-être pas bien sur la partie acquisition. Donc au niveau de la rentabilité globale, on est bon, mais sur notre acquisition, donc nous, notre rôle en tant qu'agence avec les différents leviers, on va pas être nécessairement bon. Mmh mh. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces éléments-là. Puis après, on va avoir tout ce qui va composer aussi le chiffre d'affaires, donc tout ce qui va être coût par clic global, taux de conversion, panier moyen, pour essayer aussi d'identifier finalement s'il y a des points de friction Mmh mh. ailleurs que finalement sur les ads. Ouais. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi déjà, tu récupères la data de toutes les Ouais. plateformes, y compris de Shopify. Est-ce que tu peux nous dire c'est quel outil qu'on utilise pour Nous, faire ça? actuellement, on utilise Power My Analytics. Ouais, c'est un outil qui vous permet de tout agréger au même endroit, donc c'est, super pratique. Ouais. Heu, Le plus connu, c'est Supermetrics. ouais, il y a Ça, c'est peut-être Supermetrics ça qui également. parlera mieux. Très bon outil, également. Hem,
Ces chiffres-là, tu les mets à jour tous les combien? Tu les regardes, tu les analyses à peu près à quelle fréquence? Alors en fonction du budget de nos clients, alors pour tous nos clients, on le fait en début de semaine et en fin de semaine. Ouais. Ça nous permet aussi de réguler les investissements et ensuite l'analyse, pour des investissements, je dirais, inférieurs à 5 000 €, on va avoir une analyse au mois et supérieur, on va avoir une analyse à la semaine pour être beaucoup plus, granulaire aussi Ouais. dans notre approche. Pour Ouais. pouvoir, finalement aussi ajuster, de manière un peu plus agile justement, on en parlait, les différents investissements sur les différents leviers. Ouais, ouais, ouais. Bah, effectivement, c'est déjà très important aussi d'adapter son analyse en fonction de son budget, qui doit pas nécessairement être le même tous les mois, non plus. Mais quand on a un budget qui est un peu plus restreint, bah, pas rentrer dans la suranalyse, sinon on Ouais. peut faire de la surinterprétation et ça, c'est pas une bonne chose, non plus. Et bah, le fait de regarder ces indicateurs de cost, d'acquisition de nouveaux clients, ça permet de remettre aussi l'église au milieu du village. Quand on investit sur Meta, sur Google, faut vraiment que ce soit dans une logique de conquête, c'est votre objectif, votre rôle de vous assurer que votre investissement média, il parte vers de l'acquisition de nouveaux clients. Mmh. Parce que s'il part vers le fait de vous adresser vers des clients qui vous connaissent déjà et qui vous ont déjà fait confiance, il y a des outils qui sont beaucoup plus intéressants pour ça. Je pense à Klaviyo, je pense à des outils comme Simio qui permettent de faire un peu, enfin, c'est un peu le Klaviyo sur WhatsApp. Là, vous payez un abonnement fixe et du coup, ça vous coûte peu cher en termes de reconversion. Si ça vous coûte peu cher en termes de reconversion, ça vient pas grappiller votre marge inutilement au moment du rachat. Mais récemment, on a fait un audit avec une marque de prêt-à-porter qui est assez connue, qui est investie depuis des années sur Meta, sur Google. Ça fait partie de ces marques qui, depuis 2020, sont vraiment rentrées dans l'esprit des consommateurs. Et en faisant cet audit-là, déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros budget. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sur Meta, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sur Google, des budgets qui pouvaient encore continuer à monter dès qu'il y avait des nouvelles collections, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Quand on regarde les ads managers, il y a des super chiffres dessus. On parle de retour sur investissement à 2 chiffres, enfin, Mmh. la colonne ROAS, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant. Mais quand on rentre un petit peu plus dans le détail, déjà, on pose la question, quel est le taux de repeat hein, sur votre chiffre d'affaires mensuel? Quelle part correspond à des personnes qui ont déjà acheté chez vous? Et là, la réponse était que 70%. Ça veut dire qu'on a une marque qui investit presque 80-100 000 € tous les mois et son chiffre d'affaires est composé à 70% de personnes Mmh. qui ont déjà acheté chez eux, qui sont fans de la marque, qui à chaque nouvelle pièce, chaque nouvelle collection, bah, vont racheter. Donc en fait, la question se posait de est-ce que d'accord, le budget, il est investi au bon endroit pour aller conquérir des nouvelles personnes et donc des nouvelles parts de marché? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de budget sur du retargeting, qu'il n'y avait pas de bon cloisonnement au niveau des audiences, pas d'exclusion de base de données clients. Sur Google, la marque était présente à peu près dans 3 requêtes sur 4, ce qui correspond à peu près à ces 70% là. Et en fait, bah, en investissant tout ce budget, ils avaient certes des beaux chiffres à montrer à la direction, mais c'était pas nécessairement grâce aux plateformes, c'est plutôt grâce à leurs bons produits, à leur bon travail, au fait d'avoir créé vraiment une base de clients fidèles. Et ils n'avaient pas encore le courage, selon moi, de se dire, bah, on va peut-être accepter d'avoir des retours sur investissement un petit peu plus faibles sur les plateformes, mais par contre, on va mettre en place les actions nécessaires pour que ce soit un investissement qui soit orienté vers de la conquête de nouveaux clients. Ouais, c'est pour ça le choix des indicateurs qu'on va regarder, il va être, super important. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait la distinction entre le COS, et le CAC. Tout simplement que si on se donne des objectifs, je sais pas, avec votre direction de COS, bah, c'est là où ça peut avoir une limite. Ouais. C'est-à-dire que, on peut compenser avec, la récurrence des différents acheteurs. Alors que si on regarde le CAC, bah, finalement, il n'est pas si bon que ça et donc dans ce cas-là, c'est peut-être là aussi on doit le plus travailler. Essayer de dans ces questions-là où on a des marques qui ont des grosses notoriétés, c'est de se dire: «Est-ce que mes budgets sont mis au bon endroit?» Est-ce que finalement, comme je disais tout à l'heure, est-ce que mon haut de tunnel, il est alimenté? Est-ce que je fais des campagnes qui vont permettre de jouer sur la découvrabilité de la marque, Mmh mh. plutôt que sur la rétention des différentes personnes qui connaissent la marque et qui Ouais. vont la rechercher? C'est vrai que c'est un peu dommage et c'est pas un cas isolé parce qu'on a repris aussi un compte, récemment qui est aussi dans cette dynamique-là. C'est une marque aussi qui est installée et on est en train de faire, aussi un peu bouger les choses sur la partie, répartition des investissements où jusqu'à maintenant on avait une répartition de
80-20, c'est-à-dire 80% d'investissement sur la partie Google, 20% sur la partie Meta. Et quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe sur Google, donc c'est à peu près des budgets quand même qui est aussi autour des 30 000 euros par mois. Sur Google, uniquement sur Google, on se rend compte qu'il y a 70% de ce budget-là qui est lié à la marque. Alors le but, c'est pas de dire qu'il faut pas en faire. Le but, c'est de prendre conscience que cette part existe et qu'il faut la maîtriser. Parce que forcément, quand tout va bien, c'est très bien, et qu'on a une rétention qui est au top, c'est super. Mais par contre, à terme, ça va forcément, à un moment donné, poser un problème. Ouais. Et donc ici, c'est d'en prendre conscience et de se dire, OK, peut-être qu'avec ma direction, je vais regarder d'autres indicateurs, peut-être me fixer aussi des objectifs sur plus longtemps pour pouvoir aussi avoir quelque chose de réaliste. Parce qu'effectivement, ça, c'est vrai de dire que si j'investis aujourd'hui davantage sur mon haut de tunnel, je vais pas avoir les retours immédiatement. C'est-à-dire que ça va être un travail finalement qui va jouer sur la durée. Et donc, c'est accepter effectivement, comme tu le disais, d'avoir des retours sur investissement intra-plateforme qui sont plus faibles. Mais c'est pour ça que nous, on passe aussi par ces dashboards-là. Ça permet de réaligner les intérêts. Ouais. Parce que finalement, je pense que pour tout dirigeant d'entreprise, l'intérêt, c'est d'avoir de la croissance et une bonne rentabilité. C'est pas d'avoir un gros retour sur investissement. Sauf qu'effectivement, pendant longtemps, on a corrélé les deux. C'est-à-dire un bon retour sur investissement et il y a une bonne santé économique. Ça, c'est vrai peut-être quand on est une plus petite marque, mais plus on grossit, plus on a une notoriété importante, c'est moins vrai. Et donc, Ouais. forcément, derrière, nous, sur ces marques-là, effectivement, on va avoir des retours sur investissement plus faibles, mais derrière, on va avoir des meilleures rentabilités parce qu'on va mettre l'argent au bon endroit. Ouais, non, effectivement, c'est important de jouer aussi le jeu du long terme. Je trouve que l'avantage de ces indicateurs-là, c'est qu'ils permettent de mettre en place une vraie stratégie. Parce qu'une stratégie, ça peut pas être, on veut le ROAS le plus gros sur les plateformes. Alors, si vous êtes une jeune marque qui vient tout juste de se lancer, que personne ne connaît, ça peut être une stratégie parce que vous allez avoir peu de billets qui vont vous apporter des chiffres différents si vous faites une analyse de manière différente. Mais si vous avez une notoriété, que vous êtes présent en retail, etc., regardez uniquement le ROAS. C'est le meilleur moyen de dépenser trop d'argent sur les clients qui vous connaissez déjà et qui n'avaient pas besoin de voir vos pubs pour être convaincus d'acheter vos produits. Et donc, le fait de dépenser de l'argent sur eux, ça vient simplement grappiller votre marge inutilement. Ouais, et puis on nage à contre-courant. Parce que quand on va piloter au ROAS, ce qui va se passer, c'est qu'on va déterminer une certaine somme. On va se rendre compte que, OK, là, on a un super retour sur investissement. On va augmenter les investissements. Et de l'autre côté, on va voir que les retours sur investissement, ils dégringolent. Et quand on prend un peu de recul, justement, au niveau macro sur les chiffres e-commerce, en fait, on se rend compte qu'on nage à contre-courant. En fait, le pic qui est passé, on avait un certain budget et notre... je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas les mains libres, mais concrètement, la demande, elle était importante au départ. Notre budget ne suivait pas cette demande-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la demande est passée, c'est un pic, comme par exemple en début de mois. Et donc, nous, on va être à contre-courant. Quand on va augmenter les investissements, c'est quand le pic va rediminuer. Et quand on va rediminuer nos investissements, c'est là où le pic va monter. Et donc, forcément, on est toujours à contre-courant et on n'investit pas au bon moment aussi. C'est ça, d'avoir ces dashboards-là, c'est de pouvoir investir au bon moment. C'est de partir de la donnée réelle. C'est de dire, OK, quand est-ce que sont mes pics de vente? Où chez beaucoup de nos clients, ce qu'on se rend compte, c'est que forcément, au début et en fin de mois, on va avoir des pics de vente parce que finalement, on a l'arrivée des salaires. Donc, c'est là où il faut être le plus présent. Et c'est là aussi, on va concentrer davantage aussi nos investissements. Je pourrais prendre même l'exemple d'une marque qu'on accompagne depuis peu. On a réussi à faire à peu près 80% de croissance, ou entre 70 et 80% de croissance en diminuant le CAC de 20% et en ayant 90% de nouveaux clients, juste avec cette variation de budget-là. C'est-à-dire qu'on a parti du principe où il y a une grosse actualité pour la marque. Au lieu d'avoir un budget qui va être linéaire sur le mois, ce que je vais faire, je ne vais pas me fier non plus au retour sur investissement, c'est que je vais accélérer un maximum sur le début de mois et au fur et à mesure que je m'éloigne déjà de ce temps fort et du début de mois, je vais ralentir les investissements. En troisième semaine, effectivement, de mois, c'est normal d'avoir des retours sur investissement et une rentabilité qui est plus faible. Parce qu'effectivement, les gens n'ont plus d'argent. Ils attendent l'arrivée des salaires pour pouvoir reconsommer. Ouais. Non, effectivement, c'est un cas de figure qui est super intéressant.
Ça nous amène presque à notre Ouais. troisième point. C'est une bonne transition. Mais juste avant de partir sur le troisième point, j'aimerais aussi ajouter une petite note sur le COS. Donc, le COS, c'est un indicateur qui permet de savoir la part quel pourcentage votre budget marketing représente par rapport à votre chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître votre COS, entre guillemets, palier, celui sur lequel vous devez, c'est rentable pour vous d'aller investir. Et si vous avez un COS, par exemple, de 20% et qu'actuellement, il est plutôt à 10%, c'est aussi, à la première lecture, ce qu'on peut se dire, c'est que les perfs sont super bonnes sur le moment, on est en train d'exceller. Mais si vous avez vraiment fixé ce palier de 20%, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en train de sous-investir. Que vous mettez trop peu de budget, que vous les mettez sur les personnes qui sont prêtes à acheter tout de suite aujourd'hui. Mais ces personnes qui sont prêtes à acheter tout de suite aujourd'hui, ça représente une portion Mmh. euh, définie de personnes. Et si vous étiez prêt à aller jusqu'à 20%, vous pouvez mettre plus de budget, aller dégrader un petit peu cet indicateur-là, mais pour aller travailler votre notoriété, etc. Et ça, vous en récupérerez les fruits quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ouais, exactement. Je parlais justement de notre process d'accompagnement. C'est vrai qu'au tout départ, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose aussi avec nos clients pour pouvoir déterminer ces indicateurs-là. Que Mm, ce soit avoir un retour sur un investissement cible et un retour sur investissement break-even. Savoir un retour sur investissement break-even, je ne gagne pas, mais je ne perds pas non plus d'argent. mm, mm. Un retour sur investissement cible, il y a une partie de bénéfices qu'on va pouvoir tirer du différent chiffre d'affaires qu'on va générer. Et on va faire la même chose avec le CAC, avoir un CAC cible et un CAC break-even. Notamment, le CAC break-even, il va notamment concerner les clients où il y a beaucoup de repeat. Par Ouais. exemple, marque de cosmétiques, de food, etc. Forcément, j'accepte de pas nécessairement gagner de l'argent sur mon premier achat parce que je sais que derrière, il va en faire 3 naturellement avec les newsletters, etc. Alors que un achat one shot, on va plutôt se concentrer sur un retour sur investissement cible et un CAC cible, dans la mesure où il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir de la trésorerie pour réinvestir dans de la prod, pour Mm, mm. réinvestir aussi dans des nouveaux produits, etc. Et donc, c'est intéressant en tout cas avant de suivre tous les indicateurs, de déjà définir jusqu'où on peut effectivement Ouais. aller pour, comment avoir un achat. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a une chose que je t'entendais dire récemment dans un appel que finalement, en ads, celui qui gagne, c'est aussi celui qui est prêt à payer le plus cher sa Ouais. conversion. C'est assez vrai parce que finalement, on se concentre beaucoup sur les coûts d'acquisition à optimiser sur les plateformes. Donc ça, c'est notre métier. C'est une bonne chose. Par contre, on oublie tout ce qui se passe en amont. Est-ce que finalement, les coûts de production, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les réduire? Est-ce que je suis sur la bonne plateforme de paiement? Est-ce que finalement, c'est de re-questionner un peu tous les coûts qu'il y a en amont de tout ça? Parce que si j'arrive à avoir une logique plus intéressante et à les optimiser, derrière, j'aurai plus d'argent aussi pour aller chercher de l'acquisition. Mm, mm. Et donc forcément, si je suis plus compétitif que mes concurrents sur cette partie-là, si j'ai une meilleure marge sur mes produits, derrière, je vais être en capacité de dépenser plus. Et donc, si je suis en capacité de dépenser plus dans une logique où on a une inflation sur les coûts publicitaires, etc., derrière, j'ai plus de chances aussi Ouais. de tirer mon épingle du jeu. Ouais. Non, clairement, super intéressant. Donc on a vu la première erreur, c'est de pas bien coordonner ses leviers, de les opposer. La deuxième erreur, c'est de pas suivre les bons chiffres. Et on avait noté comme troisième erreur, tu as commencé à en parler tout à l'heure, c'est de pas maîtriser entre guillemets son calendrier à l'année, Mmh. au mois, à la semaine. Pas maîtriser son calendrier, son marronnier entre guillemets, c'est aussi ne pas avoir de stratégie en tant que tel, c'est de piloter les choses au fil de l'eau. Hem, je vais peut-être faire un petit aparté sur ce qu'on peut parler ce qu'on entend effectivement, dans ce sens-là. C'est que quand vous êtes une marque e-commerce, vous allez, quoi qu'il arrive, faire face à des temps creux Mmh. et des temps forts. Heu, les temps creux, ça va être comme tu en parlais tout à l'heure, la 3e semaine du mois de chaque mois, ou peut-être que les comptes en banque sont un petit peu moins pleins et on peut se rendre compte que, tous les produits qui vont pas être, à forte nécessité, vont être un petit peu moins vendus cette semaine-là. C'est une analyse assez, macro sur laquelle on n'a pas trop, la main. Mais ça peut être aussi, un temps creux. Si je suis une marque de maillot de bain, forcément, le mois de février, c'est pas un mois fort pour moi. Vous allez aussi avoir des temps forts. Il va y avoir les temps forts entre guillemets, «naturels». Mmh. Donc un temps fort naturel, c'est un
temps fort qui est indépendant de vous. Ça va être le Black Friday, Noël, les soldes si vous les faites, la rentrée scolaire, la fête des pères, etc. Et ensuite, il va y avoir entre guillemets ce qu'on appelle les temps creux personnels. Ça, c'est les temps forts que vous allez pouvoir vous créer. Des ventes privées, la sortie d'une nouvelle collection, Mmh. un back in stock, toute actualité qui va faire que vous allez pouvoir créer de l'attraction. Et je te laisserai parler davantage sur ce sujet parce que tu as encore plus d'histoires que moi à raconter sur cette partie-là. Mais ce qui est super important, en fait, pour une marque e-commerce, c'est pas d'avoir juste un temps creux comme ça de temps en temps. Et je sais pas, j'arrive au début du mois de mars, bon, j'ai aucun temps fort de prévu ce mois-ci. C'est vraiment d'osciller les temps creux le plus souvent possible et d'aller aussi allouer son budget, ses efforts, ses leviers, tout ce qu'on vient d'expliquer en fonction de cet agenda. Ouais, effectivement, je pense que, je reviens sur le sujet de accepter ces temps creux. Je pense que ça, c'est assez important de comprendre qu'il y a des temps sur lesquels, on n'a pas la main, mais, là où justement on va pouvoir avoir la main, c'est sur, décider le budget qu'on va allouer à ces périodes-là. Mmh mh. Parce que c'est vrai que nous, on a quand même testé pas mal de choses avec nos clients. Là, je pense à une marque de soins pour bébé, et maman et c'est vrai que, c'est les vacances scolaires, on est en 3e semaine de mois. Effectivement, quoi qu'il arrive, on a essayé de mettre en place des offres et cetera, des actualités. Mmh mh. Effectivement, le constat, il est le même, c'est que ça reste un temps creux, donc on n'a pas nécessairement d'activité par rapport à ça. Il faut toujours se mettre, je pense, par rapport à la place des personnes qu'on essaye de cibler. Effectivement, si c'est des parents, si on est sur des vacances scolaires, ils vont être peut-être moins sur leur téléphone. En plus, on va être en 3e semaine de mois, donc il y a peut-être moins de pouvoir d'achat. Donc forcément, il y a aussi des éléments à prendre en compte, quand on va choisir de répartir son investissement. Parce qu'on peut aussi, s'obstiner à mettre un carré dans un rond. Ouais. Ça ne rentre pas alors qu'on peut choisir quand même d'aller, finalement réinvestir différemment son investissement. Tu parlais des maillots de bain, effectivement là, c'est un exemple, qui peut te paraître plus parlant dans la mesure où, forcément on va pas investir le même budget en hiver qu'en été sur ces maillots de bain. Non, c'est clair. Il y a toujours une demande, et un marché Ouais. et il faut s'y adapter. Mais ce que je vous invite à visualiser, c'est, là, on est dans une période, c'est le mois de mars, le mois d'avril, toujours une période un petit peu creuse en e-commerce, en comparaison, je sais pas, on pourrait parler du Q4 où, on a Noël, juste avant, il y a la rentrée, juste avant, il y a aussi, le Black Friday. À ce moment-là, on sait de quoi on va parler. Mais si vous visualisez un peu votre actualité et que vous voyez que c'est très plat pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est le moment de vous poser Mmh. des questions et de savoir quels sont les temps forts que vous pourriez aller créer. Et ça peut être des choses très simples, un back in stock. Mmh. Ça peut être vous créer des ventes privées. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire, notamment avec des clients où, par exemple, on est au milieu du mois. On se rend compte que si on suit la trend actuelle, on va atteindre presque notre objectif de chiffre d'affaires qu'on s'était fixé. Mais on dit voilà, si les choses ne changent pas, on va quand même passer à côté. Donc là, on met en place tout un tas d'actions. Et une des actions qui est possible, c'est d'aller créer un temps fort. Mmh. Par exemple, une vente privée sur un week-end sur Mmh. lequel on va mettre le bon budget. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller surpasser cet objectif qu'on s'était fixé. C'est super important d'avoir des choses à raconter, d'avoir des actualités. Et comme tu dis aussi, d'accepter ces temps creux. Quand ça sert à rien de ramer à contre-courant. Mais c'est aussi à vous de vous assurer que vous vous créez aussi, enfin, vous vous mettez dans une position où vous allez avoir le vent dans le dos et vous allez pouvoir ouvrir la grande voile, quoi. Ouais, exactement et c'est vrai qu'il faut pas hésiter à être créatif pendant ces périodes-là. Moi, je pense à un client qui a fait quelque chose d'assez smart, c'est-à-dire qu'il a érigé un calendrier de collab. Donc, il a prévu 12 collabs pour les 12 mois de l'année et donc chaque mois, on va avoir, une opération à faire avec, la marque en question et donc, ça fait gonfler le panier moyen parce que ça concerne uniquement les paniers, qui concernent une certaine somme et derrière, ça fait aussi augmenter le taux de conversion parce que ça reste quand même des beaux cadeaux. Mmh mh. Et donc c'est un échange de produits comme ça qu'il fait avec les marques. Pour lui, comme c'est une marque de bijoux, il y a des marges peut-être plus importantes que sur d'autres produits et donc derrière ça lui coûte moins que de faire des promotions aussi de ce côté-là. Donc le but c'est pas uniquement de dire, il faut faire des promotions pour les temps creux, mais c'est d'être, assez smart de comment, je peux mettre en place une opération, Ouais. finalement qui reste aussi dans la logique, de rentabilité dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Et donc ça, c'est super intelligent, comme tu dis, d'avoir, chaque mois, une collab. Chaque mois, du coup, on va avoir, naturellement quelque chose
à raconter à notre audience et avoir des arguments commerciaux pour soit convaincre des personnes de nous faire confiance une première fois, ou soit reconvaincre des clients déjà convaincus de passer une seconde commande ou une troisième. Ce qui est aussi super important, c'est de ne pas être à l'arrache. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de marques et c'est le cas de toutes les entreprises. Enfin, on va pas se mentir, on est tous un peu au fil de l'eau. On prend déjà tout ce qu'il y a en face de nous à gérer dans une journée. Mais quand vous faites face à Noël et si vous avez votre produit qui est très adapté à Noël, ce qui est le cas quand même de beaucoup d'e-commerçants, vous demandez pas ce que vous allez faire à Noël à la mi-novembre. Demandez-vous ce que vous allez faire à Noël au mois d'août. C'est le meilleur moyen d'avoir une stratégie, c'est le meilleur moyen de vous assurer que vous fassiez une bonne période. C'est le même cas pour le Black Friday. On en parlait tout à l'heure, on a un de nos clients qui est passé dans Qui veut être mon associé? Mmh. Hem, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je sais que je me trompe pas. Ce passage, tu le préparais depuis le mois de novembre. Ouais, c'est préparé en amont parce que je pense qu'il y a vraiment 3 pans dans ce côté, marronnier et anticipation. Il y a le côté, quelle communication on va mettre en avant, quel message. Après, c'est comment on va le mettre en avant avec, la créa. Donc c'est aussi de réfléchir à tout ça pour produire le contenu. Ouais. Pour ça, de s'y prendre en amont, c'est une très bonne chose parce que si on s'y prend à la dernière minute, c'est-à-dire qu'il va falloir produire le contenu, déjà la matière brute, mais aussi derrière, monter ces contenus-là pour pouvoir avoir du contenu en adéquation. Mmh mh. On parlait de Noël, forcément, il faut un décor Noël et cetera parce que je peux pas être sur un fond, neutre, pour parler de Noël parce qu'il faut qu'on ancre aussi les produits dans un contexte. Et ensuite, le troisième pan, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, le budget. Quand est-ce que je vais, mettre, le plus de voiles possible quand, c'est quand il y a le plus de vent, derrière moi. Mmh mh. Non, ouais, clairement et on parle de rentabilité, de retour sur investissement et le gain finalement d'aller anticiper ces temps forts. On reprend Noël par exemple, le gain de se poser au mois d'août, Mmh. une matinée, de savoir: «OK, à Noël, on va faire telle offre. Pour mettre en avant telle offre, il va nous falloir produire tel contenu. Quel chiffre d'affaires on a fait l'année dernière à Noël? C'est quoi l'objectif par rapport à cette année. Du coup, quel budget marketing on va devoir mettre en place, à ce moment-là. Vraiment le gain de cette préparation, il peut être colossal Mmh. et quand on parle de retour sur investissement, anticiper, il y a un vrai retour sur investissement à aller chercher simplement grâce à de l'anticipation. Ouais, puis je pense que ça permet d'être plus agile aussi. Ouais. Parce que le truc de faire tout en fil rouge, le problème, c'est qu'on manque de recul sur la situation. C'est-à-dire qu'on va notre énergie va tellement concentrer sur le moment à essayer de délivrer, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir, communiquer sur la période en question. Alors que quand tout est préparé en amont, ça permet d'être aussi un peu plus serein, de prendre un peu plus de recul, d'accepter, comme je disais, les temps creux et cetera et de se dire: «Ouais, non, de toute manière, je sais exactement quand est-ce que sont mes pics de vente», de pas paniquer, de pas, nécessairement, prendre des décisions hâtives sur les plateformes publicitaires et cetera. C'est vraiment d'être en contrôle finalement sur son business. On aura plus de chances aussi d'avoir du coup du temps pour pouvoir réagir, et pouvoir adapter par exemple, ce qui fonctionne bien et cetera. Mmh mh. Puis s'y prendre en amont, on parlait tu le disais de se prendre en amont, forcément ça va aussi jouer, notamment sur la partie test. Parce qu'on va pouvoir aussi commencer à tester nos offres, commencer à tester, les différentes, créas, pour voir un peu ce qu'on va avoir besoin pendant cette période-là. Mmh mh. Clairement et une dernière chose à ajouter sur cette partie-là, c'est que pour savoir comment et dans quelle direction aller, ce que vous pouvez faire, c'est, vous prenez vos chiffres des 12 derniers mois. Par mois, vous mettez, le chiffre d'affaires que vous aviez, réalisé, à ce moment-là, le volume de commandes, si possible le volume de premières commandes, mais restons simples, donc chiffre d'affaires, volume de commandes, budget. Regardez les mois sur lesquels vous vous êtes, bien, débrouillés et fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux pour l'année dernière. Regardez les mois aussi sur lesquels vous avez, moins performé que les autres mois ou moins performé que prévu et demandez-vous qu'est-ce que vous aviez fait, à ce moment-là. Il y a de fortes chances que vous ayez, rien fait de particulier. Donc, en tout cas, assurez-vous que cette année, vous ayez préparé et anticipé cette période-là pour pas revivre un deuxième temps creux. Parce que globalement, c'est presque tout le temps les mêmes, hein, si, on n'y fait pas attention, qui vont, revenir chaque année. Mmh, ouais, exactement. Très bien. Écoute, c'est top. Je pense qu'on a déjà donné pas mal de conseils et on a fait pas mal de remarques, aujourd'hui. Je pense que c'est un échange qui pourrait durer encore Ouais, très longtemps.
J'en avais au cas où sous la main, mais on pourra les. Tu veux ajouter quelque chose? Vas-y, ajoute quelque chose. Non, parce que j'en avais noté d'autres des petits bonus, mais peut-être qu'on pourra faire un Ouais. autre échange parce que ça. Ouais, clairement. Je pense qu'on fera un autre échange. Si c'est un format qui vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, likez la vidéo comme d'habitude. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous est utile surtout, parce que c'est le but de de ces contenus-là, c'est que ça vous soit utile, bah, on fera en sorte d'être assez régulier dans les échanges pour vous transmettre tous nos apprentissages et toutes nos remarques du moment. En tout cas, merci beaucoup Valentin Merci à pour ton temps et tous tes conseils. Merci à toi, je t'ai coupé la parole. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.